Ricardo, vous êtes chef cuisinier, auteur, animateur, cofondateur de Ricardo Média, un empire médiatique qui produit des émissions de télévision, des livres, des produits alimentaires, des recettes, des accessoires de cuisine. Peu de gens ont autant d'incidence dans la culture populaire au Québec quand on réfléchit que vous. Ricardo, la preuve. Quand on pose la question, avez-vous déjà cuisiné avec Ricardo? Qui n'a pas déjà fait une recette de Ricardo sur ce plateau? Personne, évidemment. Qui n'a pas un épluche patate? Ou encore, comment dire, une mijoteuse, Ricardo, et le livre de recettes pour mijoteuse. Ah oui, tome 1 ou tome 2. Comment on se sent quand on est Ricardo? Ben, je dis... Non, mais c'est parce que ça arrive pas d'un coup. Tu sais, c'est sur 25-30 ans. C'est graduel. Fait que tu le vois pas. Tu sais, la première fois que tu as un magazine puis tu as ton visage dessus puis tu es comme là, tu te dis, OK, ça, c'est bizarre. Tu es habitué de voir Martha Stewart, là, c'est toi. Mais ça fait 25 ans, tu le vois plus. Ça existe pas pour moi. Ah non, mais c'est particulier parce que là, vous avez 58 ans, vous allez être grand-père. Oui. Puis vous êtes une marque de commerce connue partout au pays. Comment vous... Je sais pas, est-ce qu'il faut faire un travail de jumelage de ces deux facettes de votre vie? Le privé, le public... Non, la seule chose qu'il y a à faire... Ou de la dissociation, peut-être aussi. Oui. Non, mais c'est juste de... Quand tu es une marque puis tu es vivant, donc tu es ton pire ennemi aussi. C'est-à-dire que tant que tu es vivant, tu es un risque pour la marque. Tu sais, je veux dire, si j'écrase quelqu'un, si je prenais de l'alcool au volant, il y a 12 000 affaires qui peuvent arriver qui pourraient mettre la marque je dirais, en péril, c'est peut-être fort, mais oui, qui pourraient, ne serait-ce qu'aller en politique. Fait qu'il y a des choix que tu ne peux pas faire pour protéger les emplois que tu as créés grâce au nom. Vous n'êtes pas Donald Trump, hein? Lui, il a utilisé sa marque en politique. Bien, si tu as un peu de morale, tu essaies de penser à... Ça, c'est pas parce qu'on vous l'a pas demandé. Moi, je suis convaincue que tous les partis politiques ont essayé de vous avoir comme candidat, Ricardo. C'est-à-dire que, oui, indirectement, et des fois, il y a des gens, puis c'est toujours flatteur que quelqu'un pense que tu pourrais ajouter quelque chose de positif dans l'ensemble politique où on est au Québec ou au Canada. Quel est le parti qui vous a sollicité le plus? Le plus. Je te dirais... Les libéraux, les péquistes, les caquistes? J'ai des affinités partout. Ça, c'est intéressant. J'ai des bonnes connaissances du monde que j'apprécie vraiment pour leur talent, pour leur morale, autant chez les libéraux fédéraux qu'au provincial avec l'ADQ ou avec le Parti québécois. Pascal Bérubé, je le trouve formidable. La CAQ. J'étudie l'ADQ. Oh my God! Je m'entends très bien avec Mario Dumont aussi, qui aurait, je pense, été un bon premier ministre, mais ça, c'est du passé. Mais tout ça pour dire que j'ai vraiment des gens que je respecte dans tous les partis. Puis je trouve ça toujours admirable. Je suis content d'être ici avec M. le maire parce que ça prend une dose de courage forte quand tu sais que ta vie va être parfois cauchemardesque, à tort, souvent aussi. Tu sais, si tu as fait une bêtise puis quelqu'un t'engueule, c'est une chose. Mais te faire rabaisser, toi, ta femme, tes enfants, tes parents, ça, c'est pas facile. C'est le contraire de l'amour que vous recevez perpétuellement. Totalement, tout le temps. Vous êtes une rockstar, là. Les gens veulent se faire photographier avec vous. J'ai vu des films, moi, dans des salons du livre, là, pour faire signer le livre de recettes, puis la mijoteuse, puis toute l'affaire. C'est quelque chose, quand même, l'amour qu'on vous porte, Mais Ricardo, au Québec puis au Canada, contrairement à ce qu'on voit en Europe ou aux États-Unis, c'est toujours tellement familial puis intime. Les gens, ils viennent te voir, puis surtout dans mon cas, j'ai des amis comédiens. Des fois, les gens, ils leur disent une niaiserie en leur adressant la parole, pas parce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils ne savaient pas quoi leur dire, puis c'est ça qui est sorti. Moi, ils viennent me voir, puis... Sophie a sûrement quelques anecdotes pour nous. Oui, mais moi, c'est quelqu'un qui vient me dire « Ah, on a mangé ça hier, c'était la fête, c'était l'anniversaire, c'était les funérailles. » Parce que j'ai tout. La cuisine fait partie de la vie de tout le monde, même de ceux qui détestent cuisiner. Il faut qu'ils mangent pareil. Alors, tout le monde a une histoire qui... Puis moi, j'ai appris au fil des ans, en fait, avec bonheur de Résic, on est tous pareils. C'est les mêmes angoisses, c'est les mêmes tristesses, les mêmes joies. Puis je me trouve privilégié de faire partie de ces familles. Alors, quand les gens me parlent,
je suis très, très rapidement dans leur vie, parce que je l'ai entendu plein de fois, cette histoire-là, avec des petites différences. J'aimerais ça avoir le talent d'un auteur ou d'une auteure, parce que j'aurais des vrais beaux livres à écrire avec tout ce que j'ai entendu. Vous seriez moins prospère, je pense. Bon. C'est à Radio-Canada que vous avez commencé votre carrière. Ouais, les gens l'oublient, hein? Comme animateur à la radio de Radio-Canada à Regina dans les années 80, fin des années 90 en Saskatchewan, avant de passer 22 ans à l'animation de l'émission quotidienne Ricardo de 2001 à 2023. Qu'est-ce que vous devez à Radio-Canada, Ricardo? Tout. Je suis devenu, en Saskatchewan, l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis parti, je travaillais en Gaspésie, à CJMC, à Saint-Anne-des-Monts. Puis je ne savais pas ce que j'allais être, ce que je voulais être. Je ne me connaissais pas. Puis je suis parti parce qu'un ami, Francescois, m'a dit « Hey, il y a un poste qui s'ouvre là-bas. » J'ai pleuré de Marieville, chez ma grand-mère, jusqu'au Manitoba. Je te jure, j'avais l'air d'un gars qui avait été mais vraiment battu pendant des heures. Mais je savais qu'il fallait que je parte. Il fallait que je parte pour me trouver. Puis c'est là-bas, dans les plaines, que je suis devenu vraiment le début de qui je suis aujourd'hui. Alors... C'est Radio-Canada qui vous a donné du travail pendant toutes ces années-là. Bien, ce qui est drôle, c'est parce que... Vous avez instauré la marque Ricardo à partir de la télévision publique. Bien, en fait, je dois tout aussi parce que quand je suis arrivé en Saskatchewan, j'étais technicien à la radio, à la régie centrale. Et là, le bonheur, c'est que j'enregistrais ce qui arrivait de l'Est, dont les émissions, dont Marie-France Bazot, Jacques Languérand, tout ça. Ma job, c'était d'écouter la radio, m'assurer que c'est là, puis m'occuper du satellite Annick pour ça. J'étais tellement mauvais. Mon patron m'a dit, de toute ma carrière, et je suis sur le bord de prendre ma retraite, jamais j'ai vu quelqu'un d'aussi incompétent que toi. Mais il dit, pour une raison inconnue, parce que moi, je te virais immédiatement, mais je t'ai engagé de façon permanente. Tout le monde t'aime. Tout le monde te connaît. Ça fait 6 mois que tu es ici. On dirait que tu es venu au monde. Mais moi, j'avais pas d'amis. J'invitais tout le monde à manger chez nous. Je cuisinais. Mais il dit, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? C'est pas possible d'être mauvais juste tout le temps, pour toujours. Je dis, ben moi, je rêve de faire de la radio. La radio, c'était mon rêve. Puis il dit, si je te donne quelque chose cet été, tu démissionnerais-tu? Je dis immédiatement. Il dit, signe là. Wow. Et 2 semaines après, Chantal Bellil, la réalisatrice d'une émission, m'avait dit, tiens, parle-nous donc de cuisine internationale. Puis, mais moi, j'aurais parlé d'auto, de camping, de ce qu'il aurait voulu. C'était une passion personnelle. C'est quand même rare de dire, j'ai gagné ma vie, j'ai construit quelque chose avec ce qui, normalement, pour 99 % des gens, est une passion personnelle. Oui, c'est le secret du bonheur, hein, bien sûr. En 2021, Sobeys, qui détient l'enseigne IGA, les épiceries IGA, a fait l'acquisition d'une participation majoritaire dans Ricardo Média. Pourquoi vous avez vendu la majorité de vos parts à Sobeys? Parce que Brigitte et moi, on a analysé que si on voulait atteindre notre rêve de notre vivant, c'était à peu près la seule façon de faire. On avait déjà analysé la concentration de la presse qui se passait, les magazines qu'on voyait de moins en moins présents aux caisses, aux dépanneurs, partout. Tout ce qu'on aimait était menacé à droite et à gauche. Puis moi, je voulais être le premier Québécois, mais premier Canadien à être partout d'un océan à l'autre, puis et avec une vision claire qui s'adressait à la famille. Pourquoi je veux le faire? J'ai été le premier francophone à Food Network, probablement le premier ici à se retrouver dans 125 pays différents avec des émissions de cuisine. C'était important pour moi, puis j'avais dit au président, j'ai besoin de quelqu'un qui va pouvoir nous donner ce push-là pour qu'on puisse pénétrer le marché anglo-canadien. Bon, le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, là. Mais là, pour les auditeurs nombreux de cette émission et même les téléspectateurs à RDI, ça vaut combien, ça, l'Empire Ricardo? Bien, ça vaut une sécurité où ton hypothèque est payée, puis tu peux penser à tes enfants, puis tu peux passer plus de temps à t'occuper de la tablée des chefs, à te battre parce que tu veux que les écoles soient moins construites. J'ai pas besoin de travailler pour gagner ma vie, ce qui me permet, je pense, d'être plus honnête avec moi-même puis avec les causes que j'embrasse. Oui. Vous en embrassez plusieurs, hein, dont cette cause de nourrir les enfants, le programme d'alimentation scolaire universelle. Vous en avez discuté avec le premier ministre François Legault. Là. Est-ce qu'on peut dire que vous avez l'oreille des gens qui ont le pouvoir, Ricardo? Oui. Après ça, puis en même temps, toute personne qui a la parole, tu sais, je veux dire que ce soit moi, toi, peu importe qui est ici, autour de la table, si tu as la parole, qu'on te la donne, en fait, il faut que tu l'utilises au mieux de tes compétences, puis pas pour toi, pour le bien commun, idéalement. Mais oui. Parce que c'est ça qui est le plus gratifiant. Fait que ça, je suis chanceux de pouvoir dire, Monsieur Drainville, je pense qu'on fait fausse route là.
Vous faites ça comment? Vous l'appelez, M. Drainville? Ça, c'est ministre de l'Éducation. Je ne suis pas le gars qui appelle. Je veux dire, tes munitions, tes gardes, ce qui est important. Tu ne commences pas à... Alors, mais envoyer un texto, dire « J'aimerais, si possible, qu'on puisse se parler », oui. Oui. Il vous répond, vous? Oui. Ah. Mais c'est toujours très cordial. Mais tu sais, ça va des deux bords. Il est sympathique, M. Drainville. Mais en fait, la plupart sont très sympathiques. Même ceux avec qui je suis en désaccord sur une décision X. Mais c'est pas en leur criant des noms puis en faisant exactement ce que les gens font parfois à nos politiciennes et politiciens. Être dans l'animosité. Bien, dire, regarde, j'ai le droit, M. Legault, je suis pas d'accord. Mais puis lui, il va pouvoir répondre. Si c'est pas dans l'agressivité, ça devient une discussion. Puis ces gens-là, c'est pas des épais. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais quand ils te confrontent avec leur perspective, de leur côté, ça te fait évoluer, tu peux changer ton discours. Tu sais, il n'y a pas de vérité absolue là-dedans, essayer de s'améliorer comme société. Question candide. Pourquoi ils vous écoutent, vous? Bien, ils n'écoutent pas juste moi, premièrement. Non, mais mettons, pourquoi vous? Parce que je pense qu'ils savent que j'en ai pas 50 sujets. Puis j'ai jamais changé d'idée. Je suis convaincu que manger ensemble peut vraiment changer une nation, la nôtre. T'sais, on peut parler de le monde, mais juste au Québec, le manger ensemble, puis surtout que tout le monde ait la chance de manger. Et dans une situation comme on est en ce moment, où il y a beaucoup d'immigration, il y avait le ministre qui était là, quelle plus belle façon que d'accueillir un immigrant qu'on veut qu'il devienne québécois à part entière, qui ne soit pas dans un ghetto, qui ne soit pas pris avec des emplois de merde parce qu'ils ne maîtrisent ni la culture ni la langue, que de les mettre ensemble à l'école puis de les faire jouer et manger ensemble. C'est la plus belle façon. Éduquer, c'est se sauver. Alors, quand on est dans le trou, comme on est là en ce moment économiquement, c'était beau de donner des 200$, là. Mais là, il n'y a plus d'argent. Mais la dernière place qu'il faut couper, c'est en éducation. C'est l'investissement qui va sauver la prochaine génération. Alors, laissez faire les troisièmes liens. C'est pas grave s'il y a des trous dans les rues. On peut vivre avec bien des affaires tout croche. Mais on peut pas vivre avec un système d'éducation qui ne marche plus. Puis qu'on n'offre pas le maximum à ces enfants-là quand on est riche comme on est riche au Canada. Ça, vous le dites quand vous parlez à M. Legault ou à M. Drainville, puisque vous avez leur oreille. Là. Ils savent tous. Puis, je veux dire, après ça, c'est de réussir à mettre assez de gens. Quand mon rôle, si je repense au Lab École, par exemple, bien, Pierre Lavoie, Pierre Thibault et moi, notre rôle, c'était pas de le faire. C'était de dire, non, quand il y en a qui vont se chicaner ou pas s'entendre, on peut-tu mettre ce qu'on est sur la table, dire, non, on va le reprendre autrement, puis on va le faire. Nous, on avait dit, on va vous convaincre que si on fait ce test-là, on voudrait le faire hors syndicat, hors gouvernement, hors toute la patente pour faire un test, pour voir si ça fonctionne. Ensuite, quand on a prouvé que ça fonctionne, bien là, vous ajusterez vos flûtes ensemble, puis on avancera. Bon, vous savez que ça a été très contesté, ça, parce qu'on disait ces trois personnes qui ne sont pas du tout issues du milieu de l'éducation qui vont venir élaborer des idées. D'ailleurs, le projet a été... Est-ce que j'ai bien compris que... Bien, c'est-à-dire on a arrêté le projet des Lab Écoles. On n'a pas arrêté, on l'a terminé de façon, je dirais, grandiose, dans le sens où on devait être là 4-5 ans. Ouais. Avec la pandémie, ça fait 8 ans qu'on fait ça bénévolement, tout le monde. Puis c'est des centaines de personnes qui se sont impliquées. On a prouvé que, on avait un pouvoir créatif en architecture incroyable. C'est la première fois qu'il y avait un concours d'architecture au Québec en 60 ans. C'est rare qu'on parle aux gens qui sont impliqués dans la bâtisse. Je prends une école. Je pense que les premiers à qui on doit s'adresser quand on veut construire une école, c'est les enfants, puis les profs, puis le concierge, puis le prof d'éduc, puis tout le monde. Tu sais, c'est beau de faire une école, mais tu sais que dans 6 mois, il va déjà manquer une classe parce que ça va pris 5 ans à la construire, puis qu'on construit sur des normes. J'aime tellement ça que là, mon mandat va finir au mois d'août, en fait, quand on va livrer notre dernière école à Gatineau. Et puis là, je vais commencer à travailler sur un documentaire pour Radio-Canada sur la construction des écoles. Est-ce que vous avez plus de pouvoir en étant Ricardo, tout ce que vous êtes, là? C'est ce que ma femme dit. Oui. Non, mais que si vous étiez en politique active, là, comme le maire de Laval, pensez-vous que vous avez plus de pouvoir en étant ce que vous êtes que si vous vous présentez, vous êtes élu, vous devenez ministre? Je pense que ça prend les deux. Parce que tu peux, en ce moment, moi, je suis comme un lobbyiste professionnel sur une affaire. Je fais ça. J'essaie de bien le faire. Mais ultimement, il n'y a qu'une seule
place où tu peux changer les choses, c'est au Parlement ou à l'Hôtel de Ville. Il faut des fois faire des lois, faire des règlements, les changer, les amender. Fait que ça prend les deux groupes. Ça prend du monde qui conscientise, qui se battent, qui vont ramasser des signatures, ramasser, convaincre. Puis ça prend des politiciens qui sont ouverts à écouter. Peut-être qu'on pourrait le faire autrement. Peut-être qu'on pourrait le faire différemment. Ouais, pourtant, si vous vous présentez, vous êtes élu de même. Là. Je ne sais pas. Faut jamais jurer. Non, mais ça, là, il faut jamais jurer de rien. Parce que je me souviens quand, à un moment donné, on avait lancé quelque chose au Canada anglais, il y a 10 ans, puis tout le monde disait, on n'a pas besoin de mettre tant d'argent que ça. Ça n'a pas marché. Il ne faut jamais penser que c'est gagné. Qu'est-ce que c'était qui n'a pas marché? Bien, la première fois qu'on a lancé le magazine, ça a été dur, tu sais, en anglais. Puis, on est connu, ça va bien aller, il faut... Non, c'est pas vrai. Chaque projet doit être réexpliqué. Les gens sont intelligents, puis ils veulent comprendre, puis que ce soit vendre une spatule ou un pays, ça prend du temps. Puis il faut que tu le fasses bien. Ouais. Ricardo, en entrevue à Tout le monde en parle en 2015, vous avez raconté avoir eu des relations difficiles avec votre père, qui était alcoolique et qui ne croyait pas en vous. Est-ce que vous avez tout fait ça pour prouver qu'il avait tort? Pensez-vous? Pas tout. Non, c'est pas vrai. La seule chose que j'ai fait, puis il l'a vu, heureusement, je pense qu'il commençait à le voir, c'est que j'avais pas envie... En fait, je suis chanceux. Mon père est décédé du cancer. Et la seule belle affaire du cancer, c'est que si tu veux régler quelque chose, tu as encore des minutes devant toi. Alors nous, le 6 mois qu'on a eu, on s'est dit nos 4 vérités, puis il est mort comme un homme, vraiment. Il m'a vraiment impressionné parce que, à un moment donné, j'y ai présenté Brigitte, il l'a vu une fois. J'ai dit, je veux te présenter une fille. Il me dit, tu sais, il dit, t'es pas obligé de faire ce que j'ai fait. Tu peux le faire à ta façon. Et ça m'a motivé toute ma vie. Faire les choses différemment. Puis ça revient à l'école. Quand tu as une vie de barde, que ce soit parce que tu es dans un environnement violent, pauvre, que peu importe ce qui t'arrive, si je te mets dans une école qui est belle, où tu as des profs qui ne sont pas en train de faire de la thérapie, ils sont en train de t'enseigner, pas juste à lire, à écrire, à vivre. Puis qu'on met ces profs-là dans un environnement qui ne les poussera pas au burn-out puis à la dépression. Tu sais, c'est une roue, ça. L'éducation peut ramasser tout petit gars ou petite fille maganée ou poquée. Puis c'est à ça que ça sert aussi de la maternelle 4 ans. C'est dire, on part tout le monde égal. Puis on est chanceux au Québec. On est mieux que partout en Amérique du Nord. Vous êtes d'accord avec Jean-François Chicoine, votre grand ami? Lui, la maternelle 4 ans, il n'était pas trop en faveur de ça. Là. Je le connais par cœur. Ça fait 30 ans qu'on se poigne à table. Jean-François, s'il était là, puis je suis sûr qu'il m'écoute, il dirait, la maternelle 4 ans, c'est merveilleux, justement, quand tu es dans une famille qui a des difficultés. Mais si tu es une famille qui peut se permettre d'avoir une stabilité, que ce soit parce que c'est toujours la même personne qui te garde, que ce soit un membre de ta famille ou non, c'est sûr que c'est bien. Un enfant n'a pas besoin d'avoir 80 personnes autour de lui. Il a besoin de sécurité, puis d'affection, puis d'amour. Mais ça peut être un intervenant dans ta garderie qui te le donne. C'est la multitude des gens autour de toi qui est pas... Mais encore une fois, si tu vas à l'école, puis tu manges, puis que quelqu'un dit « t'es formidable, t'es bonne, t'es pas bon juste dans ça », quand j'ai donné, puis qu'on donne des ateliers avec la tablée des chefs dans maintenant à peu près toutes les écoles au Québec, on est partout au Canada, c'est à chaque fois que tu fais un petit, je sais pas, tu fais une petite pizza, puis le gars qui l'a fait, il est incroyable. Tu dis « penses-tu vraiment que t'es bon juste pour faire ça? » Ben non. Ça, là, tu l'as la preuve, tu y as goûté. Tout le monde te trouve bon aujourd'hui. Tu vas ramener ça chez vous, puis ça se peut que ce soit la première fois que ton père, ta mère, ta soeur te regardent avec de l'admiration, qui disent « T'as fait ça, tout mon grand? » « Oui, j'ai fait ça. » Bien, nous autres, comme adultes, il faut trouver toutes les autres pépites. Chaque affaire où tu peux devenir grandiose, de le meilleur plombier au monde à premier ministre ou première ministre. Puis ça, c'est notre job, encore une fois, à l'école. Mais ça prend des écoles, ça prend des classes, ça prend pas des roulottes, ça prend du cash. Puis là, puis c'est un investissement. C'est la seule affaire où on perdra jamais d'argent, c'est si on investit sur les enfants. Moi, je dis Ricardo pour président. Certainement. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous, Ricardo. Beaucoup.